Vous êtes de renommée internationale et c'est un immense honneur de vous recevoir ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous laisse la parole puisque vous allez nous traiter du sujet « Qu'est-ce que l'homme ?» Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, vous m'avez donné comme sujet « Qu'est-ce que l'homme ?» Ça marche le micro là? Oui. C'est un sujet très vaste, mais surtout en 3 quarts d'heure, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du temps pour les questions avant que vous n'ayez trop faim. Je vais aborder juste deux ou trois points qui me paraissent les points essentiels, mais évidemment il y en aurait d'autres, si j'ai le temps, 3. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Qui, si on revient aux racines grecques, revient voilà, à dire le discours sur l'homme, anthropos logos. Ça veut dire qu'est-ce qu'un homme? Est-ce que c'est un objet dont on pourrait faire n'importe quoi, ou qui pourrait se recréer au fur et à mesure, ou est-ce qu'il a des caractéristiques précises? Aujourd'hui, nous sommes un petit peu effrayés après le XXe siècle, après toutes les guerres qu'il y a eu, et toute forme de racisme qui était en fait tantôt du racisme vraiment stricto sensu, tantôt du racisme anti-classe ou autre, c'est-à-dire des séparations en fait. Et nous n'avons qu'une envie, les uns et les autres, c'est de nous réunir, de savoir ce qui nous réunit dans le temps et dans l'espace, ce qui réunit l'humanité. C'est-à-dire étudier les caractères de l'homme en tant qu'homme. Non pas parce que, enfin, certains d'entre nous croient qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre, mais enfin, il ne faut pas, je crois, être naïf à ce point. Mais le fait de découvrir ou de décrire une anthropologie pourrait permettre de réunir des peuples ou des sociétés qui jusqu'à présent, pendant très longtemps, se sont fait la guerre. Alors, l'anthropologie, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens pour décrire qui est un homme, ce qu'est un homme, ce dont on va parler tout à l'heure. Mais jusqu'à présent, dans nos contrées, j'entends dans nos contrées que j'appelle judéo-chrétiennes, parce que je pense que nous sommes des héritiers des juifs et des chrétiens, des Lumières aussi, dans nos contrées, il y a toujours eu un discours anthropologique qui était assis sur la théologie, qui est normal, puisque nous provenons de deux religions emboîtées l'une dans l'autre, qui nous ont apporté pratiquement tous nos concepts. Donc nous avions un discours anthropologique qui était fondé sur la théologie. Par exemple, je vous donne des exemples exprès, on dit tous les hommes sont dignes. Quand je dis un homme, c'est un homme et une femme. Je ne suis pas une féministe canadienne, donc un homme c'est neutre. Donc on vous dit tous les hommes sont dignes, sont également dignes. Mais ça c'est une manière anthropologique de dire des choses. Et quand on vous répond pourquoi, eh bien on répondait autrefois, enfin jusqu'il n'y a pas si longtemps, par des raisons théologiques. C'est-à-dire, comme Dieu nous a créés à son image et comme à sa ressemblance, selon le texte biblique, vous le connaissez tous, eh bien, nous sommes dignes parce que nous avons été, pour ainsi dire, choisis par Dieu. Ce qui était un discours théologique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce discours théologique, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a très peu de gens qui vont croire ce discours théologique. Alors, comment va-t-on faire pour pouvoir énoncer un discours anthropologique si on n'a plus cette théologie qui, au fond, nous servait de sol, en quelque sorte? Eh bien, on va retrouver un discours anthropologique à partir de ce qu'on peut appeler la phénoménologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher quels sont les caractères de l'homme, de l'humain, dans toutes les cultures, dans le temps et dans l'espace. À partir de là, on va découvrir des caractéristiques générales sur lesquelles on va pouvoir se fonder pour dire, voilà, l'homme c'est ceci, l'homme c'est cela. Je me rappelle la théologienne France Quéré, qui est décédée maintenant, mais il y a déjà un certain temps, qui était une théologienne protestante, qui disait qu'elle avait beaucoup voyagé, mais que partout dans le monde, et sous toutes les latitudes, elle avait remarqué que
lorsqu'une mère porte son enfant, eh bien, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire que la mère et l'enfant réagissent de la même façon, s'envoient des regards ou des sourires qui se ressemblent d'un peuple à l'autre et d'une culture à l'autre. Je vous donne cet exemple pour vous dire que finalement, il y a des caractéristiques humaines qui sont les mêmes absolument partout. On pourrait en dresser une liste impressionnante, comme vous savez. Et donc maintenant, on préfère, c'est en tout cas mon sentiment, mais bon, j'espère qu'on peut discuter après, on préfère passer par la phénoménologie pour décrire les caractères humains. Parce qu'au moins, autour de cela, tout le monde peut s'entendre. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une discussion au Chili, où j'étais en train de faire des conférences, avec des philosophes de l'université de Santiago, qui étaient des thomistes. Bon, moi, je n'ai rien contre les thomistes. J'étais pratiquement éduqué par la somme de Thomas d'Aquin. Mais c'était des gens qui ne voulaient absolument pas entendre parler de phénoménologie, qui disaient il faut continuer à asseoir nos certitudes anthropologiques sur ce que dit Thomas d'Aquin. Et personnellement, je ne pense pas qu'on puisse le faire, parce que si vous voulez, vous avez 98% des gens en face de nous qui répondront que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Donc, comment parvenir à discuter? En plus, il y a quelque chose quand même de très intéressant, c'est que finalement, la phénoménologie, c'est-à-dire l'étude au fond des comportements humains, et des comportements humains sous toutes les attitudes et partout, nous apporte finalement les mêmes choses que la théologie de Thomas d'Aquin. Prenons Thomas d'Aquin, que la philosophie d'Aristote, si on remonte plus loin, qui n'est pas évidemment de la théologie. Finalement, on retrouve les mêmes choses, ce qui prouve bien que l'anthropologie qui était contenue dans cette théologie dont nous sortons, eh bien, c'était finalement la réalité, au fond. Au fond, c'était la réalité, ce qui est quand même très rassurant. Hein. Moi, je trouve. C'est très, très rassurant. Alors maintenant, il arrive un autre problème qui est évidemment très, très inquiétant. C'est qu'il y a deux types d'anthropologie. Il y a une anthropologie philosophique qui nous apprend ce que font les hommes sur toute la Terre et sous toutes les latitudes et comment ils se comportent. Donc on appelle ça anthropologie philosophique parce qu'elle va, pour ainsi dire, au fond des choses et ne s'attache pas aux circonstances ni aux phénomènes extérieurs. Et puis il y a ce qu'on peut appeler une anthropologie culturelle. L'anthropologie culturelle, ce sont les caractéristiques d'une culture. Alors, le problème, c'est qu'il est très difficile de savoir, souvent, si un caractère provient de l'anthropologie philosophique ou de la nature, si vous voulez, si encore on croit à la nature, on peut discuter, ou bien si cela provient de la culture. Je vous donne tout de suite un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de la paternité. Certains disent que avec toutes les lois qui sont en train de se sortir, PMA, etc., on est en train en fait de récuser la paternité, de récuser le père. Alors, vous avez un certain nombre de gens qui disent c'est affreux parce que la paternité c'est quelque chose d'anthropologique et on est en train de réduire l'homme à néant avec ça. Et à mon avis, il y a une erreur parce que la paternité n'est pas un trait d'anthropologie philosophique. C'est un trait d'anthropologie culturelle. Comment peut-on le savoir? On peut le savoir parce qu'il y a des peuplades qui vivent sans père. D'ailleurs, ce sont des peuplades qu'on est allé nous chercher et qu'on nous a mis sous le nez, qui existent, elles existent, ces peuplades, pour nous montrer qu'on peut très bien vivre sans père et qu'on n'est pas plus malheureux pour autant. C'est vrai d'ailleurs. Vous avez des peuplades en Chine notamment, qui vivent, on appelle sans père ni mari, où il n'y a ni père ni mari. Bien sûr, il y a des pères biologiques, il faut bien les chromosomes, mais il n'y a pas de père au sens de la présence. Et d'ailleurs, le mot père n'existe pas chez ces peuples-là. Et là, les enfants sont extrêmement heureux, ils sont éduqués, il leur manque quelque chose, et il leur manque l'apprentissage de la liberté. Donc, si vous voulez, toute la question du père, il ne faudrait surtout pas, à mon avis, la soulever sous la question d'anthropologie philosophique, parce que là, si on fait ça, on va se faire critiquer à juste titre. Mais il faut soulever cette question
sous le rapport de l'anthropologie culturelle, à savoir, on peut se passer du père, oui, mais si on se passe du père, on se passe aussi de la liberté. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas de père dans les maisons, vous aurez la police dans les lycées. C'est une chose qu'on pourrait très très bien démontrer, mais comme je ne suis pas là pour parler de ça, je passe là-dessus. C'était juste pour vous donner un exemple. En fait, c'est très difficile, souvent, de distinguer entre l'anthropologie philosophique et l'anthropologie culturelle, et on parvient à distinguer en étudiant, en regardant ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans d'autres cultures. Autrement dit, il faut commencer par préciser la condition de possibilité de cette anthropologie philosophique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas, que l'homme est une créature malléable, plastique, on peut en faire n'importe quoi. Quelqu'un comme Sartre, par exemple, d'ailleurs est un peu passé de mode, mais il a des héritiers. Et les conditions de possibilité, ce serait plus ou moins une conviction, en fait, la conviction qu'il existe une espèce humaine identifiable, que l'espèce humaine est une, qu'elle est une dans l'espace et aussi dans le temps, et que finalement les différences de culture, qui sont immenses évidemment, ne prévalent pas contre cette unité, qu'il y a un fond qui est le même pour tous les humains. Si les humains formaient plusieurs espèces, on ne pourrait pas chercher pour eux une condition unique. Nous savons qu'ils ne forment pas plusieurs espèces, puisque, comme disent les biologistes, ils se croisent. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants entre deux groupes culturels, sociaux, etc., différents. Donc, ce qu'on appelle les espèces, ce sont des groupes qui ne se croisent pas. On appelle ça se croiser en biologie. Donc nous savons qu'il y a une espèce humaine, une seule espèce humaine. Seulement, après, vous avez des gens qui croient qu'il y a une nature humaine. Et la croyance dans la nature est quelque chose d'assez fort, parce que ça signifie que l'homme existe en tant qu'entité déterminée. Ceci est une croyance, ce n'est pas un fait, mais on peut y croire. Et puis, vous avez des gens qui pensent qu'il y a seulement une condition humaine, qui est un petit peu différent, au sens où la condition, c'est seulement la manière que nous avons de vivre et de ressentir la vie. Bon, on peut effectivement discuter pour savoir s'il s'agit d'une nature ou s'il s'agit d'une condition. Ce qui est certain, c'est que l'unité de l'homme et puis sa condition ou sa nature éventuellement n'est pas une affaire de science, c'est une affaire de croyance. On ne peut pas démontrer que l'homme a une nature, évidemment. Alors, on peut relever deux critères d'une anthropologie philosophique, dont je vais après donner quelques aspects. D'abord, elle énonce des caractéristiques humaines qui sont relevées partout et toujours, où il n'y a pas d'exception. Mais évidemment, ce qui a toujours été peut parfois aussi cesser d'être, je dis bien parfois, pas toujours. C'est-à-dire que l'homme est capable de métamorphose, et même de métamorphose imprévisible. Et l'importance est grande, à mon avis, du second critère, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des caractéristiques qu'on peut relever partout, mais des caractéristiques humaines qui sont telles que lorsqu'on les détruit, on voit apparaître le sentiment de malheur, de honte ou de regret. Ce qui est le cas, par exemple, de la morale, dont je vais parler après. Je pense qu'on peut dire que la morale est le sentiment du bien et du mal, est quelque chose de profondément humain qui fait partie de l'anthropologie. Et même si on ne croit en rien, même si on ne croit en aucune théologie, même si on n'a pas de religion, on peut se rendre compte, ne serait-ce qu'à la fin du XXe siècle, que des peuples qui ont littéralement anéanti la morale pour des convictions idéologiques, eh bien, ont laissé derrière eux une traînée, plus que du regret, une traînée de honte et de malheur. Et c'est au regard de cela, de cette expérience de l'histoire, qu'on peut se dire que oui, la morale, c'est important. Alors, je vais vous parler de deux points
mais si j'ai le temps, on abordera un troisième. Je voudrais vous parler d'abord de la conscience de la mort, qui n'est peut-être pas un sujet très amusant, mais c'est très important parce que, au fond, aujourd'hui, vous avez pu voir que il y a beaucoup de courants de gens qui s'imaginent, courant plein de gens qui s'imaginent que les animaux et les hommes, c'est la même chose. Alors, naturellement, il y a eu beaucoup de torts dans notre culture, le tort de répéter comme des oies les animaux machines de Descartes et de s'imaginer, aussi bien dans notre droit que dans nos mentalités, que les animaux étaient des espèces d'objets, comme cette table, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais de là à tomber dans l'excès inverse, qui consiste à penser que les animaux ont des droits, une conscience et toutes sortes de choses, c'est aberrant. Et la conscience de la mort est quelque chose d'intéressant à étudier parce que précisément, c'est quelque chose que les animaux n'ont pas, même si on observe, on peut observer, et si j'ai le temps j'en parlerai, un début, des prémices, voilà, de cette conscience chez les animaux, aussi bien d'ailleurs que des prémices de la culture chez les animaux. Alors, entre il y a 100 000 ans et il y a 80 000 ans, donc vous voyez de toute façon en un temps très reculé, mais au fond pas tellement reculé au regard de l'âge de la Terre par exemple, eh bien l'homme de Néandertal est le premier homme qui enterre ses morts. Probablement de façon non systématique, parce que sinon on aurait retrouvé plus. Mais quand je dis enterrer ses morts, c'est pas seulement recouvrir, c'est pas seulement recouvrir à cause de l'odeur, imaginons. C'est pas ça. Enterrer ses morts, c'est ritualiser. Et la ritualisation est un signe de quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que le mort est placé d'une certaine façon, il est entouré de certains objets, il est vêtu, il est paré de certaines façons. C'est-à-dire que ces rites que l'on observe, parce qu'on retrouve ces tombes, sont signifiants, c'est-à-dire qu'ils signifient quelque chose, ils signifient une certaine image de la mort, et peut-être, nous ne savons pas, mais peut-être une certaine image de l'au-delà, une certaine idée de l'au-delà. En tout cas, on retrouve des choses incroyables, absolument incroyables. Je vous cite juste 2-3 exemples. Au Kurdistan, dans une grotte, la grotte de Shanida, on retrouve les restes de 7 personnes, dont un enfant. Tous ont été déposés sur un énorme lit de fleurs. Naturellement, les fleurs ne sont plus là. On retrouve tous les pollens. En Corrèze, à la chapelle aux Saints, très exactement, on retrouve un jeune mort qui est entouré de viande de bison et de viande de renne. Si la viande n'existe plus, on retrouve les traces de cette viande. Ou encore en Ouzbékistan, un très jeune mort qui est retrouvé couronné par 5 paires de cornes de bouquetin qui sont placées en cercle. Ce n'est pas un hasard. Il y a 35 000 ans, avec l'apparition de l'homo qu'on appelle sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui sait qu'il sait, c'est une chose de savoir, c'est une chose de savoir qu'on sait. Vous voyez bien qu'il y a là un dédoublement supplémentaire de la conscience, c'est très important. Les sépultures, alors, deviennent très sophistiquées. Les morts sont ornés de colliers de coquillages qui ont été reliés ensemble. Ils sont vêtus de riches manteaux. L'un des jeunes morts que l'on retrouve à cette époque-là était un garçon de 15 ans, entièrement vêtu d'une énorme cape, entièrement faite en queue d'écureuil, tressée entre eux. Vous imaginez un peu les queues d'écureuil, ce que ça représente de faire une énorme cape en queue d'écureuil à un moment où on meurt de froid et de faim, c'était probablement le cas, pour un jeune mort de 15 ans. Et on a retrouvé toutes les petits os des queues d'écureuil. Pourquoi est-ce que les paléologues estiment que le grand singe devient un homme lorsqu'il enterre les siens? Parce que c'est ce que disent les paléologues. Jusque-là, c'est un singe. À partir du moment où il enterre ses morts de façon ritualisée, il devient un homme. Nous n'avons pas, au fond, d'autres critères pour l'instant. Peut-être on va en trouver un autre. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Parce que, au fond, c'est très... Physiquement, il est impossible de savoir à partir de quel moment un singe comme Lucie, qui est d'ailleurs encore déjà à la limite,
devient un humain. Alors, on a pris cela comme critère. On pense, je dis bien on pense, parce que évidemment nous n'avons aucune certitude, on pense qu'à partir du moment où ce singe évolué, appelons-le comme ça, enterre ses morts de façon ritualisée, eh bien, il se sait mortel. Il se sait mortel, il s'en étonne, il s'en désole. Et ça, évidemment, c'est un pas immense. La question qui va naître dans son cerveau, c'est une question très importante. On peut dire que c'est même la question primordiale, au fond. Alors, qu'est-ce que ça indique, la conscience d'être mortel? Vous allez voir que c'est très important. Parce que la conscience d'être mortel, c'est la conscience d'être soi. C'est la conscience d'habiter le temps soi-même, en tant qu'individu. C'est la naissance de l'individu, la conscience de la mort. Ça signifie que je suis conscient d'être un étant singulier. Un étant, c'est-à-dire un être vivant, ça pourrait être aussi un être inanimé, mais qui se déplace dans l'espace. Je suis conscient d'être un étant différencié, distingué des autres. C'est-à-dire que je suis, c'est moi qui suis. Je meurs, c'est moi qui meurs. J'existe comme une solitude. Un animal meurt, un autre animal le remplace. Il n'y a pas de singularité chez l'animal. Le singe ne sait pas qu'il meurt. Il meurt bien sûr comme nous, puisque c'est un vivant comme nous, mais il ne sait pas qu'il meurt. Même si les chasseurs, je ne suis jamais chassé aucun animal, mais les chasseurs disent que dans les yeux de certains animaux qu'on est en train de tuer, il passe quelque chose comme une fugitive lueur de conscience de cette mort personnelle. Ce qui est possible, hein, puisqu'il y a des prémices de tout ce qui est humain chez les animaux. Hein. Nous ne savons pas bien exactement comment ni pourquoi. Donc, un singe meurt, un autre le remplace. Les singes n'existent que comme tribu. Un homme meurt, personne ne le remplace. Et il mérite cette offrande de trophées, de fleurs, de queue d'écureuil, parce que justement, par une intuition qui est encore trébuchante, on pense qu'il n'est pas interchangeable. Vous voyez ? Et ça, c'est évidemment très important. Il n'est pas interchangeable, donc il habite le temps. Sa singularité va s'inscrire dans une vie temporelle. Il se sait éphémère, il se sait passager, et il imagine le temps qui lui reste. Il peut essayer de l'imaginer. Il prend conscience de l'héritage d'avenir qu'il va laisser à ses enfants, etc. On peut donc imaginer que nos premiers ancêtres, ces creuseurs de tombes, parce qu'en fait c'était ça, c'était des creuseurs de tombes, avaient aperçu ainsi la caractéristique à la fois la plus inquiétante et la plus commune de notre espèce, à savoir la mortalité. C'est sans doute la constance et même l'unanimité de la mort qui rend compte de la communauté de l'espèce. C'est-à-dire que tous les hommes meurent, et ils savent qu'ils meurent. C'est ce destin qui nous réunit pour commencer. D'où l'importance d'ailleurs du post-humanisme. On nous dit, vous avez tous vu comme moi, le premier homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Il y a beaucoup à dire là-dessus. La première littérature que nous ayons, c'est un texte qui date de 2650 avant Jésus-Christ. Même les écrits chinois ne sont pas aussi anciens, dit-on. C'est un souverain mésopotamien qui était installé dans la ville d'Uruk, peut-être qu'on prononce ça autrement, je ne sais pas, qui avait écrit un texte, et ce prince s'appelait Gilgamesh. Donc cette épopée de Gilgamesh, épopée absolument bouleversante, magnifique, ouvre l'histoire, ouvre la littérature mondiale, pour ainsi dire, sur les questions humaines fondamentales. Et c'est très intéressant parce que dans l'histoire de Gilgamesh, il y a la question de la mort et la question de l'amitié, qui sont peut-être deux choses très importantes de l'humanité. Ce roi, Gilgamesh, présente les caractères, vous savez que les anciens Grecs conféraient aux dieux, car
conférait au héros plutôt. C'est-à-dire que le texte dit pour 2 tiers il est Dieu et pour 1 tiers il est homme. Évidemment, nous, ça nous fait rire parce que c'est ce que disent les premières lignes. C'est ce que les Grecs appelaient un héros, exactement. Au fond, au titre du 3e tiers, il est mortel. Et par conséquent, il sait qu'il va mourir, quand même, bien qu'il soit en partie un dieu. Et toute l'histoire de Gilgamesh raconte la lutte de l'homme contre la mort dans l'atmosphère de l'amitié, puisque Gilgamesh a un ami qu'il aime. C'est un texte littéraire avec un style épique, comme c'était le cas toujours dans la littérature ancienne. Et c'est tout à fait intéressant de voir que ce que l'homme se trouve capable d'écrire pour la première fois, c'est justement ça. Et raconter cela, l'inquiétude d'être mortel au sein même de l'amitié. La question de la mort va donner lieu à 2 réponses différentes sur la Terre, qui seront des choix initiaux et qui vont prendre date dans ce moment que l'écrivain Jaspers a appelé l'âge axial. Jaspers, qui est un écrivain allemand du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, à l'époque de la Deuxième Guerre, pensait, et au fond ce concept a été repris parce qu'il paraissait opérant par tout le monde, pensait qu'à une certaine époque, c'est-à-dire on peut dire 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il s'est produit une sorte d'ouverture dans la conscience humaine, d'ouverture nouvelle. C'est-à-dire que les humains ont commencé à comprendre quelque chose de plus. Il a fallu qu'ils cherchent des réponses à l'énigme de la mort. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il appelle ça l'âge axial, que sont nées toutes les grandes sagesses et religions. C'est au 5e siècle que vous voyez arriver la Bible juive, Socrate et par la suite Platon. C'est pas vraiment au 5e siècle, c'est cet âge-là, cette époque-là, quelques siècles. Et puis après, vous voyez Bouddha, et donc les sagesses orientales, et puis ensuite Jésus. C'est-à-dire que c'est vraiment une époque, 5 siècles avant notre ère, pendant laquelle toutes les grandes pensées se sont mises en place, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement un éveil de la conscience. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'on l'explique aujourd'hui. On trouvera peut-être dans les siècles suivants d'autres explications qui seront bien meilleures. Attention, il faut être modeste. Jaspers appelait ça l'âge axial. C'est quand même très intéressant. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît 2 types de réponses différentes. Pas 2 réponses parce que chacune est divisée en un très grand nombre d'autres, mais 2 types de réponses différentes pour toutes ces énigmes qui en fait sont les nôtres. D'une part, les religions et d'autre part, les sagesses. Les religions apparaissent chez nous, à l'ouest, pour commencer dans le désert, aujourd'hui désert israélien, ensuite en Palestine, et puis les sagesses apparaissent en Orient, en Inde, essentiellement en Inde d'abord, et ensuite vont se transporter en Chine. Ce sont des choix de départ qui ont été faits ici, qui sont différents, mais qui sont tous les deux des manières d'essayer de répondre, de donner des réponses tâtonnantes, fugitives, aux questions qui nous taraudent, et pour commencer, à la question de la mort. C'est-à-dire, quand on se trouve devant une question obsédante à laquelle on ne peut pas répondre et qui nous angoisse, eh bien, il y a 2 façons de faire. Et c'est justement ces 2 types de réponses que nous avons sous les yeux. Il y a une possibilité qui est d'apporter une réponse à la question. Et puis il y a une autre possibilité qui est d'essayer de supprimer la question. C'est possible aussi. C'est-à-dire de dire que la question n'a pas d'importance, au fond. Vous voyez, c'est une autre manière de faire. La première manière, c'est la religion. La deuxième manière, c'est la sagesse. Alors, la première, la religion juive puis chrétienne, repose entièrement, la religion chrétienne repose entièrement sur la croyance dans la résurrection du Christ. C'est le pilier, c'est le fondement.
Que fait le Christ? Il vainc la mort, hein, pour entraîner les hommes dans son sillage, ensuite, hein, et pour proposer à chacun d'eux la vie éternelle. Autrement dit, c'est une réponse à la souffrance de la mort. Cette croyance, j'ajoute quand même, tout le monde le sait, mais c'est important à dire, n'est pas un don offert à quelques-uns, c'est un gage d'espérance que tous peuvent saisir. C'est une réponse pour tout le monde. Et puis, l'autre manière d'essayer de répondre à cette question angoissante, ce sont les sagesses. Alors, les sagesses, on les trouve d'abord avant le christianisme, dans les pays, par exemple, grecs et romains. Ce sont les stoïciens, ce sont les épicuriens. Et puis, on trouve ces sagesses à partir du bouddhisme en Inde. On voit apparaître une sagesse, un type de sagesse très, très important, encore bien sûr très important aujourd'hui. Que fait la sagesse? Elle relativise l'idée de la mort. Elle rationalise l'idée de la mort. Et tout cela afin de limiter la crainte qui résulte de cela. Alors, je vais insister juste un petit peu là-dessus parce que je suppose que, comme vous habitez une culture, comme moi, nous habitons une culture dans laquelle nous savons un certain nombre de choses, même si nous n'appartenons pas à telle ou telle foi religieuse, mais les sagesses peut-être nous sont un peu moins connues. C'est pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Le sage stoïcien, ça sera pareil pour le bouddhiste, se donne pour but de vivre en permanence dans le présent. Pourquoi? Parce que seul le présent a de la consistance, de la réalité. Le présent, on peut le découper au couteau. Tout le reste, c'est illusion, ce que dit le stoïcien. Le passé, il est passé, je n'y peux plus rien. Il existe, il est passé, je ne peux pas le changer. Le futur, peut-être j'y peux quelque chose, mais enfin, il n'est pas encore là. Est-ce qu'il faut souffrir pour des illusions? Non. On ne souffre pas pour des illusions, ça serait aberrant. Il y a déjà assez de souffrance pour des réalités comme ça. Ce n'est pas la peine de se rajouter encore des souffrances pour des illusions. Voilà ce que disent les stoïciens, à juste titre d'ailleurs. C'est pas stupide. Alors, comment peut-on faire pour se persuader que la plupart de nos passions et de nos craintes sont fondées sur des illusions? C'est ça le but de la sagesse. Il faut s'exercer à mépriser l'existence. On trouve ça d'ailleurs chez Camus. On trouve ça un peu chez Camus. Il y a quelque chose de stoïcien chez Camus. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser? Mépriser, ça veut dire tenir pour rien. Mépriser quelqu'un, ça veut dire considérer qu'il n'est rien. Le problème, évidemment, c'est que l'homme, naturellement, tient à l'existence. Nous tenons à l'existence. Nous n'avons pas envie de nous jeter dans un fleuve ou de nous jeter par la fenêtre. Nous n'avons pas naturellement envie de nous suicider. Nous tenons à l'existence. Nous aimons l'existence. Elle nous importe. Et donc, il faut nous exercer à nous en détacher. Voilà la sagesse. Et comment peut-on faire pour nous exercer à nous en détacher? Il faut la décomposer en ces éléments. Alors, la décomposer en ces éléments, ça peut paraître comme ça abstrait, mais je vous donne un exemple. Voilà un stoïcien ou un épicurien qui trouve qu'il est trop gourmand pour le poisson. Eh bien, c'est un exemple qu'on trouve dans la littérature grecque, c'est pour ça que je n'invente pas, il existe. Eh bien, il va décomposer les mérites du poisson, finalement, s'apercevoir que c'est de la chair morte qu'il est en train de manger, etc. Si vous décomposez tout, plus rien n'a de sens. Si vous répétez 1000 fois le même mot, ou le même bout de phrase que vous trouvez dans un livre, ça n'a plus de sens à la fin. Si vous décomposez tous les mots d'une phrase, la phrase n'aura plus de sens. C'est ce que font les stoïciens. Et ainsi, ils s'exercent à mépriser l'existence. La finalité du bouddhisme est la même. Le bouddhisme cherche à supprimer la souffrance. C'est l'unique but du bouddhisme. Si vous voulez, vous avez d'un côté la religion qui essaye de répondre à la souffrance en proposant par exemple la vie éternelle, c'est le cas de la religion dans laquelle nous vivons ici, et puis à l'autre bout, vous avez la sagesse qui cherche à supprimer la souffrance. C'est une autre manière de voir les choses, mais au fond, le problème posé est toujours le même au départ. Vous connaissez sans doute l'histoire du début du bouddhisme. Le jeune prince, Siddhartha Gautama, donc,
qui naît au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes encore à l'époque de Socrate, Platon, la Bible. Et il naît dans l'actuel Népal. C'est un prince. Il vit dans un endroit complètement clos, où il ne rencontre jamais personne, sauf des domestiques qu'il admire et qui lui donnent tout ce qu'il veut. Un jour, il s'enfuit du palais familial pour voir un peu ce qui se passe dehors, parce qu'il est curieux. Et sur le trajet, il rencontre un vieillard, un malade et un mort. Alors il est affolé. Il interroge son cocher et il lui dit « Mais est-ce que ce que je viens de voir est inhérent à une certaine classe sociale, à une certaine famille, à un certain groupe culturel, etc. » Et le cocher lui répond « Non, non, c'est la condition commune de toute l'humanité. » Alors le jeune prince est affolé. Il se dit qu'il faut absolument faire quelque chose, il se révolte, il abandonne sa maison entièrement et il devient un errant, d'où la tradition, qui se jure de délivrer les hommes de leur misère et de leur souffrance pour atteindre le nirvana. Selon les textes, il a alors 29 ans quand il quitte. Il va recevoir une révélation au pied d'un arbre qui va lui apprendre le secret du nirvana. Vous voyez que la sagesse est en fait une sorte de tentative de prise de conscience que les choses n'ont pas d'importance. Parce que sinon, on va continuer à souffrir depuis la naissance jusqu'à la mort. Alors, l'un des grands thèmes de la sagesse asiatique, c'est que pour combattre la cause de la souffrance, il faut combattre le désir. Il faut ne plus rien vouloir de façon à ne plus souffrir. Le désir provient de l'ignorance. Alors, évidemment, vous avez toute une philosophie derrière, ce qui est à peu près fatal, parce qu'au fond, toutes les recherches religieuses proviennent de philosophie, et donc une anthropologie. Notre anthropologie, ici, j'entends en Occident, qui est entièrement fondée sur le judéo-christianisme et ensuite sur les Lumières, notre anthropologie tourne entièrement autour de l'idée de personne, le fait que le substrat fondamental est important, qui a une valeur, qui a une importance, qui signifie quelque chose, c'est la personne, c'est-à-dire ce que nous sommes en tant qu'entité personnelle, ce qui peut ou ce qui doit devenir être libre, s'émanciper de la tutelle de ses parents, devenant mûr, et devenir libre, et donc avoir la conscience de soi, etc. Chez les Asiatiques, ce n'est pas du tout la même chose. La réalité, ce n'est pas le moi. Le moi n'a pas de réalité. Le moi n'est qu'un agrégat de petites choses accumulées, à savoir des sentiments, des passions, qui changent tout le temps, puisque nous changeons, évidemment, nous changeons. Il suffit de regarder la photographie de vous en classe de 10e ou en classe de CM2, vous voyez, vous avez changé. Donc nous changeons en permanence, ce qui permet aux Asiatiques de dire le moi n'existe pas. Encore récemment, j'ai eu une discussion avec des intellectuels chinois à Pékin qui disent « Mais attendez, vous êtes complètement ridicules, vous les Occidentaux, avec votre histoire de droits de l'homme. Le moi n'existe pas, donc la conscience de soi n'existe pas. Nous ne sommes que des agrégats et nous sommes impermanents. » Ce qui est le mot le plus souvent utilisé. Nous ne sommes pas permanents. Pour qu'il y ait une personne, il faut qu'il y ait une permanence. Pour que nous soyons responsables, regardez. Nous considérons tous que nous sommes responsables. Nous sommes éduqués comme ça. On nous a éduqués à la responsabilité personnelle. Pourquoi sommes-nous responsables? Parce qu'il y a une permanence de mon moi dans le temps. Même si je n'ai pas la même tête en classe de CM1 et maintenant, il y a quand même une permanence de moi dans le temps qui fait que si je fais un enfant, je ne le laisse pas tomber dans la nature. Je le récupère parce que c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, les choses que j'ai faites, c'est moi qui les porte. C'est ma responsabilité parce que je suis permanent. Vous voyez, il y a une permanence chez moi. Tandis que si je ne crois pas au moi permanent, c'est le cas des Asiatiques, les choses changent tout à fait. Quelqu'un va devoir être responsable de vous. Ce sera l'État. En l'occurrence, il faut des États forts s'il n'y a pas de liberté personnelle. Donc, vous voyez qu'il y a des réponses différentes pour essayer de rendre compte, enfin, si tant est qu'on puisse dire ça, de cette question de la mort, qui, évidemment, est la question, je dirais, la question primordiale.
Alors, il y a un trait anthropologique extrêmement important dont je vais parler en second lieu, c'est la différenciation entre le bien et le mal, à savoir la morale. L'homme est l'animal qui fait la distinction entre le bien et le mal. Ne croyez pas les animalistes quand ils vous disent que l'animal aussi fait la distinction. Je vais essayer de vous démontrer que c'est faux. On parle beaucoup d'agressivité. On a beaucoup parlé d'agressivité depuis un siècle. On dit que l'agressivité est la source du mal humain. L'agressivité est probablement une caractéristique du vivant qui pousse le vivant à sortir de soi pour se procurer l'objet de son désir. C'est ça l'agressivité, au fond. Ou de son besoin. Plus cet objet est simple, l'objet du besoin ou du désir, plus l'agressivité paraît justifiée. Voler une pomme parce qu'on a faim, c'est plus justifié que de voler des bijoux par désir, par cupidité. Les animaux de basse-cour se battent, vous avez tous pu le constater. Ils se battent soit pour des femelles, soit pour des morceaux de territoire ou pour des morceaux de nourriture. Les hommes, les humains, sont capables de s'étriper ou de s'exterminer mutuellement pour des religions, pour des idéologies, parce que leurs neurones sont plus compliqués que ceux des animaux. C'est parce qu'ils ont créé des religions ou des idéologies qu'ils sont capables de s'étriper pour elles. Autrement dit, quand on vous dit il faut supprimer les religions parce que comme ça les hommes ne se battront plus, c'est d'une stupidité ahurissante. Ils ne se battront plus pour des religions s'ils n'ont plus de religion, certes, mais ils vont inventer d'autres choses et se battront pour autre chose. Parce que comme leur cerveau est complexe, ils vont inventer d'autres choses complexes pour lesquelles ils se battront. C'est pas parce que les religions existent que les gens se battent. C'est parce que leur cerveau est complexe qu'ils inventent des religions et donc ils se battent pour elles. Vous voyez ? C'est totalement ahurissant, ridicule de prétendre que supprimer les religions supprimerait aussi les guerres. Si on voulait éliminer l'agressivité ou toute forme de violence physique ou morale, il faudrait probablement éliminer en même temps toutes les formes de ferveur, de passion, d'enthousiasme ou de joie, qui est évidemment non seulement pas possible, mais aussi pas souhaitable. Alors, comment apparaissent le bien et le mal ? Vous savez, on a beaucoup glosé là-dessus. Ils n'apparaissent pas séparément, contrairement à ce que disait Rousseau. Ils apparaissent simultanément. Il s'agit d'un couple d'opposés qui ne peuvent pas signifier l'un sans l'autre. Le problème, évidemment, c'est la raison de cette apparition. Pourquoi est-ce que ça apparaît et comment ? Le couple bien-mal, qui est vraiment un fondement anthropologique très important, révèle l'existence des normes. C'est-à-dire que nous sommes capables, nous autres les humains, de savoir ce qu'est une norme. C'est quelque chose qui n'a pas lieu et qui devrait avoir lieu. C'est ça une norme. Ou encore, inversement, quelque chose n'a pas été fait qui aurait dû être fait. Enfin, inversement. C'est-à-dire que pour nous, le fait positif ne suffit pas. Le fait abrite un devoir-être. La vie abrite des devoirs-être. Il y a des choses qui sont et il y a des choses qui devraient être. C'est là qu'on voit le bien et le mal. Quelque chose devrait être, c'est le bien. Quelque chose ne devrait pas être, c'est le mal. Ou il y a aussi du bien qui existe et du mal qui existe. Alors, d'où vient cela, qui est quand même très bizarre, qui n'existe pas chez les animaux ? Pourquoi, par exemple, il y a des choses tout à fait évidentes. Pourquoi est-ce que tous, nous ressentons de façon évidente, si quelqu'un, par exemple, se jette dans la Seine devant nous, que nous devrions, ça ne veut pas dire que je le fais, parce que personnellement, je serais bien incapable, nous devrions aller le chercher, plutôt que d'y aller et d'enfoncer sa tête sous l'eau. Nous ressentons tous la certitude qu'il serait meilleur d'y aller et de le sauver, et que ce serait mauvais d'y aller et de pousser sa tête sous l'eau. Ou encore, nous ressentons tous de façon évidente qu'il vaut mieux dire la vérité plutôt que mentir, sauf dans des cas effectivement rares ou bizarres où il vaut mieux ne pas dire la vérité. Bon. Ou encore qu'il vaut mieux transiger honnêtement si je fais une affaire avec vous, plutôt que d'essayer de vous voler par-dessous.
etc. Alors, on peut dire que la morale apparaît avec la complexité de la pensée et qu'en même temps, c'est ce que je vais être amené à dire, il y a des critères du bien et du mal qui sont communs à tous les hommes. Alors, d'abord, la morale apparaît avec la complexité de la pensée parce que faire la différence entre ce qui est et ce qui doit être ou devrait être, c'est une complexité neuronale. C'est peut-être trop scientifique de dire ça, mais enfin, il faut une complexité neuronale pour être capable de ça. L'homme est un être qui est capable de se dédoubler. Nous sommes capables de nous dédoubler. De faire la différence entre soi et l'image de soi. Entre ce que je fais et ce que je pourrais faire ou devrais faire. Entre mon existence présente et mon existence espérée. Autrement dit, nous sommes des êtres qui ne sont pas collés au monde. Vous savez, dit collés au monde au sens où on dit que quelqu'un regarde un paysage, le nez collé à la vitre. C'est-à-dire sans aucune distance. Nous ne sommes pas des êtres sans distance. Nous avons de la distance et même nous sommes capables de distance avec nous-mêmes. C'est cette distance avec nous-mêmes qui fait que nous sommes capables de faire la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Autrement dit, nous sommes des êtres de représentation. Pas seulement des êtres de présentation, mais des êtres de représentation. Nous sommes capables aussi bien d'être nous-mêmes et puis d'être sur la scène d'un théâtre. Et ça, évidemment, ça engage un très grand nombre de circonstances. Nous allons nourrir en pensée un certain nombre de figures de nous-mêmes ou des autres qui demeurent éloignées de la réalité. C'est le propre même de la pensée, de la conscience, que d'inventer un bien et un mal. Alors, il faut dire, et ça va nous amener à la question des animaux, qu'il n'y a pas de morale sans liberté. Il est impossible qu'il y ait de la morale s'il n'y a pas un minimum de liberté personnelle. Bon, c'est très simple, on peut trouver des exemples très simples. Si je vous oblige physiquement, après vous avoir donné un revolver, à tuer l'un de vos confrères, là, un de vos collègues ici présents, vous allez les tuer, mais ce ne sera pas un acte moral ou plutôt immoral, parce que vous n'aurez pas choisi de le faire. Quelqu'un aura quasiment appuyé sur la gâchette à votre place et vous aura forcé à le faire. Un acte qui n'est pas libre n'est ni moral ni immoral. C'est un acte. En tout cas, ce que la liberté personnelle considère comme tel. C'est là le sens de la morale, au-delà de la question de son commencement. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de morale. Une action devient morale ou immorale si elle a été décidée par un acteur libre. Alors, je vous donne des exemples qui ont été donnés et qui montrent à quel point, disons, les animaux ne peuvent pas être comparés à nous là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, il y a, je pense à peu près une dizaine d'années, des scientifiques ont découvert, à force de nourrir et d'élever des souris en laboratoire, qui se reproduisent très vite, donc on peut en étudier un très grand nombre de générations, c'est tout à fait des animaux très pratiques. Ils se sont aperçus qu'il y avait des souris qui avaient un certain gène et qui n'avaient qu'un seul partenaire. Alors, au lieu d'en avoir plusieurs. Alors ils ont commencé à disserter longuement dans la presse et ailleurs, dans les revues spécialisées, sur ce qu'ils appelaient la souris fidèle, le gène de la fidélité. Chose complètement aberrante. Et d'ailleurs, ils se sont trop vite rendus compte, ils ont après cessé d'utiliser ce mot. Il n'y a pas de gène de la fidélité. La fidélité est une vertu à laquelle on peut obéir ou non, peu importe, mais ce n'est pas un gène. Si c'était un gène, ce ne serait plus un acte moral, vous comprenez? Si c'est un gène qui fait que je n'ai qu'un seul partenaire, je ne suis pas pour autant moral. Simplement, je suis fait comme ça de par ma nature, c'est neutre. Complètement neutre. De même qu'on ne peut pas dire que le lion est méchant lorsqu'il tue et qu'il avale sa proie. Son acte est neutre. Il n'est pas moral, puisque au fond c'est quelque chose de physique et presque de génétique. La caractéristique de l'homme, c'est de penser en termes de normativité. Alors après, il y a une certitude qui apparaît commune à toutes les cultures, et ça c'est très curieux.
la figure du mal et la figure du bien sont les mêmes partout, d'une façon générale, d'une façon assez générale, parce que après, il y a évidemment des différences selon les cultures. Il faut nommer le mal en premier. Pourquoi? Parce qu'il est toujours plus facile de reconnaître le mal que de reconnaître le bien. S'il apparaissait ici, dans cette pièce, quelque chose de mal, sur un écran par exemple, nous le reconnaîtrions tous ensemble plus facilement que si c'était quelque chose de bien. Quelque chose de bien, on peut toujours discuter. Ça dépend aussi des critères. C'est plus compliqué. D'ailleurs, la vie morale commence par l'indignation. La vie morale commence chez l'enfant, d'ailleurs, par exemple, par l'indignation. Lisez, par exemple, moi, j'aime beaucoup la littérature, et je pense que la littérature est très importante pour nous faire comprendre la philosophie. Lisez, par exemple, ce livre assez terrible qui s'appelle La Route. Certains ont peut-être déjà lu, ou bien vous avez vu il y a un film qui s'appelle La Route. Je crois que l'auteur s'appelle McCarthy, ou McCorty, quelque chose comme ça, un américain, qui raconte une apocalypse nucléaire, bref, une apocalypse qui fait qu'il n'y a plus de monde pratiquement, sauf quelques individus qui survivent et qui se mangent les uns les autres parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et le père part avec son enfant sur les routes, l'enfant doit avoir à peu près 10 ans, et on voit la naissance morale chez l'enfant qui commence par l'indignation. C'est-à-dire que l'enfant est indigné parce qu'il voit certaines personnes rencontrées au hasard sur la route faire certaines choses. On voit très bien que la vie morale commence par l'indignation. Si on s'occupe d'anthropologie, ce qui frappe, c'est que partout le mal est repéré à travers les mêmes caractères. Le mal est partout le même, dans toutes les cultures, toutes les sociétés. Il est partout le même. Il est décrit par la séparation. Le mal, c'est la séparation. D'ailleurs, diabolos, ça veut dire le séparer. Diabolos, ça veut dire celui qui déteste, celui qui hait, celui qui brutalise. Il n'y a aucune culture dans laquelle, on ne connaît pas une seule culture dans laquelle le bien soit reconnu dans la séparation. Ça n'existe pas. La haine, la calomnie sont toujours le mal. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les hommes, les humains ne sont pas capables de haïr et de calomnier partout dans le monde. Mais c'est encore un autre problème. Vous avez un très grand nombre de pensées morales de philosophie morale qui sont développées partout dans le monde au fil des millénaires. Et parfois, et souvent, vous avez des contradictions, mais partout apparaissent les mêmes certitudes. Le diabolos, c'est ce qui désunit. Le diable, c'est le grand calomniateur, celui qui divise et celui qui est lui-même divisé. Celui qui monte les individus les uns contre les autres. Diabolé, c'est la division. Et le contraire de diabole, c'est symbole, le symbole. Et vous savez que le symbole, c'est si vous avez deux objets qui rentrent l'un dans l'autre, ou si vous préférez un stylo et son bouchon, par exemple, si vous êtes deux amis, que l'un prend le stylo et l'autre prend le bouchon, vous partez au bout du monde et vous savez que le jour où vous allez vous retrouverez en mettant les deux morceaux bout à bout. C'est ça le symbole. Ce que signifie en grec le symbolos, c'est ça. Ce sont les deux morceaux d'une même poterie, par exemple, que chaque ami prend, met dans sa poche en partant très loin, et sachant que le jour où il retrouvera son ami, il pourra reconstituer la poterie. Et donc le symbolos, c'est le rapprochement, c'est la réunion, c'est l'engagement, le contrat, l'amour, évidemment. Autrement dit, l'antithèse du diabolos. Eh bien, partout dans le monde, dans toutes les cultures, le symbolos signifie le bien, signifie l'union. Regardez aujourd'hui, par exemple, la morale des droits de l'homme, qui est la morale qui réunit tout le monde aujourd'hui en l'absence de religions qui sont plus ou moins effacées. Cette morale des droits de l'homme marque une continuité. C'est-à-dire que le mal, c'est la guerre, la discrimination, le racisme et l'apartheid, tout ce qui sépare. Et la haine en général. Et le bien, c'est le commun, la réunion, la paix. Alors, il ne faudrait pas croire
que nous pourrions, nous autres les humains, nous passer de la morale. Et il y a eu 2 tentatives pour se passer de la morale depuis 2 siècles, c'est-à-dire en fait après les Lumières. Ces 2 tentatives étaient 2 tentatives inverses, mais qui sont toutes les 2 soldées par des échecs. La première, c'est celle de Rousseau, à l'époque des Lumières. Rousseau essaye de passer, se passer de la séparation entre le bien et le mal, de la supprimer, et pour ce faire, il passe par-dessous le bien et le mal. Il imagine, vous le savez, une sorte de population humaine, préhumaine, si on veut, qui ne connaît pas le bien et le mal. L'homme sauvage de Rousseau est un homme qui ne connaît pas le bien et le mal, qui vit avant le bien et le mal. En réalité, quand on lit les textes de Rousseau là-dessus, on a l'impression que cet homme qui précède le bien et le mal est plus ou moins une sorte de ravi de village, vous voyez, qu'au fond, il lui manque des cases. C'est l'impression en tout cas que l'on a. Et il essaye, c'est pas véritablement un homme, enfin, c'est l'impression finalement que l'on a. En tout cas, on n'a jamais pu retourner à l'époque qui précède le bien et le mal. C'est ce qu'avaient essayé de faire Marx et Engels. Évidemment, c'est une chose qui n'a pas marché. Et puis, vous avez une deuxième tentative, c'est la tentative de Nietzsche, qui lui essaye de passer par-delà le bien et le mal. Ce sont les ouvrages de Nietzsche là-dessus, essayer de dépasser le bien et le mal, ce qui ne produit aussi que des effets pervers. Parce que finalement, passer par-delà le bien et le mal, ça produit de positivisme juridique. Ça veut dire que c'est finalement la loi de l'État qui sera toujours bonne. Et dire que la loi de l'État est toujours bonne, comme vous le savez, c'est évidemment très grave. On avait dit que je laissais du temps pour les questions, donc je crois que je vais m'arrêter là, même si il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire, mais je pense que ça serait intéressant qu'on puisse en discuter. Donc je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos questions. Merci.